Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Gorel TV avec votre émission Info Corona. Comme toujours, depuis le début de la pandémie du Covid-19, la télévision Gorel vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Papis Djigo, un leader avéré et averti. Il est le secrétaire général des Jeunesses socialistes de la région de Kolda, secrétaire aux élections du Mouvement national des Jeunesses socialistes, MNJS, et membre du bureau politique du Parti socialiste. C'est bien, n'est-ce pas cela, M. Djigo? Effectivement, M. Baldé. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. À moi de vous remercier pour m'inviter en tant qu'invité, en tant que leader jeune par rapport à votre émission Gorel TV, qui est aujourd'hui l'une des émissions TV net phare du département, sinon la première. Là, et je vous félicite, toute l'équipe Gorel TV et particulièrement vous, M. Baldé. Alors, très rapidement, comme vous l'avez dit, la parole aux jeunes aujourd'hui sur cette question de la pandémie liée au Covid-19. Ce 15 juin 2020, sur 1254 textes réalisés, 83 sont revenus positifs, dont 64 contacts suivis et 19 issus de la transmission communautaire. Malheureusement, 64 personnes sont décédées sur cette suite au Covid-19. Alors vous, en tant que jeune leader, quelle est votre analyse sur ce bilan inquiétant? Ok, M. Baldé, c'est vrai que c'est un bilan inquiétant. C'est toujours déplorable à de pareilles situations d'avoir enregistré des décès, parce que je pense que le Sénégal était resté pendant un long moment avant d'enregistrer son premier décès, qui était Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. Voilà, mais aujourd'hui nous sommes à 64 cas de décès. Mais pour autant aussi nous devons rendre grâce à Dieu si on se compare un peu aux autres pays, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est l'un des taux les plus bas au monde, et même par rapport à nos taux de guérison, nous avons l'un des taux les plus élevés au monde. Donc pour ça on peut rendre grâce à Dieu et aussi remercier nos autorités sanitaires qui ont pris cette maladie à arrache-pied. Nuit et jour ils sont là-dessus, et aussi remercier les autorités de ce pays. D'accord. Alors, M. Djigo, très rapidement, on a vu que le président de la République, Macky Sall, a pris des mesures allant dans le sens de l'assouplissement de certaines mesures qui ont été déjà prises dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Est-ce qu'aujourd'hui, ça valait la peine d'assouplir les mesures? Parce qu'on voit que la pandémie prend l'allure et les décès augmentent. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas vraiment, c'est-à-dire rester dans ce qu'on était, dans le strict respect des mesures? Ok, M. Baldé. Déjà par rapport aux mesures prises par l'État, je pense qu'à un moment donné, il le fallait. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a assisté des localités où les gens ont fait des marches nocturnes pour contester le couvre-feu. On a vu des localités où on avait interdit peut-être des rassemblements, les gens se rassemblaient. Donc à un moment donné, il fallait réajuster. Il fallait réajuster, parce que je pense que tout au début, c'était très difficile par rapport à ce qu'on entendait par rapport au virus. Parce que par rapport aux décisions, je rappelle que la première décision, en ce moment, on n'avait pas le virus au Sénégal, c'était le refus d'accueillir nos étudiants qui étaient à Wuhan. Et en ce moment, tout le monde était contre, parce qu'on disait au président, non, il fallait les amener, sinon ce sont nos enfants, etc. Mais lorsque les gens ont compris, ils ont dit que c'était une décision sage. Donc aujourd'hui, même par rapport aux mesures, moi je vous dis, certes,
l'interdiction était là, mais les mesures n'étaient pas respectées à 100%. Voyez, je peux vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, si la localité dans la région de Sédhiou a enregistré tout ce nombre de cas, c'est parce qu'il y a eu un qui n'a pas respecté les mesures d'interdiction de voyager, qui a quitté la région de Louga pour venir à la région de Sédhiou. Donc aujourd'hui, si le département de Vélingara a enregistré des cas, c'est parce que des gens sont passés dans nos frontières, quittant la Guinée pour amener le virus ici. Donc par rapport à ça, on ne peut pas imputer cette responsabilité à l'État, parce que derrière chaque citoyen, on ne peut pas mettre un gendarme. Mais est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas une faiblesse de l'État, évidemment, par rapport à parce que l'État a cédé à la pression des religieux, à la pression de certains leaders politiques au Sénégal, ou bien, puisque, c'est-à-dire, tantôt vous parlez de manifestation des jeunes, est-ce qu'aujourd'hui ce n'était pas un défi que l'État devrait régler en quelque sorte? Je ne dirais pas que c'est une faiblesse de l'État. Aujourd'hui, il faut évaluer par rapport au monde entier. Je pense que tout le monde était confiné, mais au moment où on parle, la plupart des pays se sont déconfinés. Certains l'ont fait progressivement. Donc nous aussi, on a suivi cela. Parce qu'à un moment donné, on peut se le dire, plus on avance, plus on, je ne dirais pas maîtriser totalement, mais plus on apprendra à vivre avec ce virus. Et en ce moment, nous sommes dans ce contexte. Mais ces pays-là, peut-être, ont maîtrisé la propagation du virus, contrairement au Sénégal, où aujourd'hui, on note plus de cas, plus de tests positifs, plus de décès. Bon, je ne dirais pas par rapport à la plupart des pays, je ne dirais pas qu'ils ont maîtrisé. Parce qu'aujourd'hui, si vous évaluez chaque jour par rapport au taux, on est à 5173 cas aujourd'hui, mais les cas sous traitement sont 1684. On a 3424 guéris. Donc faites la comparaison avec ces pays-là. En termes de ratio, le Sénégal est beaucoup plus en avance. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on peut libérer les gens, les laisser vaquer à leurs occupations, mais tout en respectant les mesures barrières, tout en prenant en compte que le virus est là, tout en, par exemple, se lavant les mains toutes les 30 minutes, voilà, ou bien avec le gel hydroalcoolisé. Et l'autre aspect aussi, c'est voilà, de respecter les gestes barrières. Voilà, parce que même en période de pandémie, on a vu des pays qui priaient, mais en prenant les distances. Ouais. Donc pour cela, on peut dire que l'État est en train de faire ce qu'il devait faire. D'accord. Monsieur Djigo, par rapport aux cas importés, est-ce qu'aujourd'hui l'ouverture de l'aéroport n'est pas un risque énorme pour le Sénégal? Bon. Parce qu'on commence à noter des cas importés également. Tout à fait. J'étais même surpris de voir des cas importés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas, à l'état actuel des choses, interdire aux Sénégalais qui veulent être rapatriés d'être rapatriés. On ne peut pas, par exemple, parce que la France est en train de rapatrier leurs citoyens, certains, parce que moi je suis un exemple patent de ce système de rapatriement, parce que le début de cette pandémie m'a trouvé au Maroc. Le premier cas au Sénégal, le 2 mars, ne m'a pas trouvé au Sénégal. Le premier cas au Maroc m'a trouvé au Maroc. Donc je suis revenu avec le vol de rapatriement Air Sénégal du 21 mars. Et Dieu merci, dans tout notre vol, il n'y avait aucun cas importé. Et pourtant, on a traversé tous les risques, parce qu'en ce moment, les risques, c'était les aéroports. Et Dieu merci, parce qu'il y avait toutes les mesures qui ont été prises. Maintenant, ce que l'État est en train de faire, parce que récemment, j'ai eu une tante aussi, et les autorités, elle était en France pendant tout ce temps, mais lorsqu'elle est revenue au Sénégal, il y a cela un mois, tous leurs vols ont été mis en quarantaine. Donc, au niveau de l'aéroport de non, c'était pas au niveau... Bon, ils ont atterri au niveau de l'aéroport, mais ils ont été mis en quarantaine ailleurs. Donc par rapport à ça, s'il y a des cas, les autorités sanitaires peuvent cerner ces cas-là et essayer de les traiter. D'accord. Lorsque vous descendiez à l'aéroport Blaise Diagne, est-ce qu'il y avait un contrôle lié au test du Covid-19? Il y avait un contrôle strict. Il n'y avait pas de test. Mais le contrôle, c'était quoi? On te donne une fiche, tu remplis, tu signes, c'est un engagement. Avec le thermoflash, on prend la température de tous les passagers qui ont atterri. Donc, ils nous ont donné des numéros à contacter en cas de traces de fièvre, douleur, maux de tête, etc. D'accord. Alors, très rapidement, M. Djigo, vous êtes responsable des zones socialistes dans la région de Kolda. Alors, vous, qu'est-ce que la jeunesse socialiste a eu à faire dans l'effort de guerre, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional? Ok, par rapport à ça, nous, on s'est un peu mû par rapport à nos autorités, parce qu'aujourd'hui,
cet effort, nous, on a été là dans le domaine de la sensibilisation. Et arrivé au Sénégal en pleine période de crise, donc personnellement, comme je venais d'un pays où il y avait cette crise sanitaire, donc je suis resté presque plus de 15 jours, une vingtaine de jours sans sortir. Je me suis auto-confiné. Vous voyez. Et au-delà de ça, localement, les camarades qui étaient là, par l'apport du camarade Yaya Diallo, ils ont eu à soutenir le comité départemental de lutte contre voilà, cette pandémie du Covid-19. En tête de délégation, il y avait le camarade Moudou Djedjou. D'accord. Voilà. Ici à Vélingara. Ici à Vélingara, ils ont rencontré le préfet, ils ont apporté le soutien. Voilà. Et au-delà de ça, j'étais en contact permanent avec le comité local qui était sur place, parce que parlant du Parti Socialiste aussi, notre camarade Ousmane Baldé était en tête de tout ce qui se faisait ici localement. D'accord. Et au niveau régional, parlant de la région de Kolda, qu'est-ce que vous avez fait concrètement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19? Bon, par rapport à la région, on n'a pas fait quelque chose en bloc, mais j'étais en contact permanent avec certains camarades. Parce qu'aujourd'hui, le président du conseil départemental de la jeunesse de Kolda, c'est un camarade socialiste. Donc, il a beaucoup œuvré dans ça. Et le camarade de la commune de Kolda aussi, ils ont beaucoup œuvré dans ça. Et au niveau national aussi, il y a eu des campagnes de sensibilisation allant dans le sens de la lutte contre cette pandémie. D'accord. Alors, permettez-moi de vous poser cette question-là. Tant que vous parlez de PS, vous êtes dans quel PS? Parce que si je ne me trompe pas, il y a deux PS. Il y a PS d'Aminata Mbengue Ndiaye et PS de Khalifa Sall. Bon, je vous rappelle, et j'ai toujours l'habitude de le dire, il y a un seul PS et il n'y aura qu'un seul PS. C'est le Parti Socialiste qu'on connaît, c'est le Parti Socialiste dont je suis depuis aujourd'hui 16 ans. Voyez, c'est le Parti Socialiste. Et le nom Parti Socialiste authentique, PS authentique? Il n'y a pas authentique, il n'y a pas. Je suis au Parti Socialiste et il n'existe qu'un seul Parti Socialiste. Qui est votre leader? C'est celui que dirigeait le feu Ousmane Tanor Dieng, paix à son âme. Aujourd'hui, c'est la présidente Aminata Mbengue Ndiaye. Voilà, qui dirige le parti, que je remercie au passage parce que j'ai eu à la rencontrer à plusieurs reprises. Elle tend une oreille attentive à sa jeunesse. Et même le samedi passé, je faisais partie de la délégation qui a été présenter ses condoléances au camarade ministre Serigne Mbaye Thiam, qui a perdu sa maman, paix à son âme. Voilà. Donc par rapport à ça, je tiens aussi, parce que les autres, ils ont été exclus du parti. Donc quelqu'un qui est exclu du parti ne fait pas partie de notre parti. Le Parti Socialiste est un et unique. C'est celui de la maison du parti Léopold Sédar Senghor. D'accord. Voilà. Et pourtant, les pros de Khalifa Sall, même Khalifa Sall, jusqu'à présent, ils disent qu'il est dans le PS. Est-ce que... Vous savez, en politique, je maîtrise ce que je dis. Libre à tout un chacun de dire ce qu'il veut. Donc par rapport à cela, je vous dis qu'il n'existe qu'un Parti Socialiste et unique. Je pourrais vous transmettre les documents qui a notifié leur exclusion, et c'était au mois de décembre 2017. D'accord. Alors on vous taxe souvent, le PS d'Aminata Mbengue Ndiaye, on vous taxe souvent d'être, vous êtes les fidèles alliés de la mouvance présidentielle, je parle du parti APR, depuis le début de son mandat en 2012 jusqu'à présent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le dessous-dessous, des bras dessous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se casse derrière tout cet compagnonnage? Bon, je pense que par rapport à ce compagnonnage, toutes les décisions qui ont été prises, elles ont été prises dans les instances du Parti Socialiste. Et pour rappel, c'est en 2012, au mois de janvier 2012, il y a eu une charte qui a été signée par les 14 candidats de l'opposition de l'avant. Pour dire que le candidat de l'opposition le mieux placé contre Abdoulaye Wade, tout le monde le soutient. Et je pense que tous les 13 autres candidats avaient soutenu la candidature de Macky Sall. Et Macky Sall, lorsqu'il a été au deuxième tour, il s'est déplacé aller voir Tanor pour lui dire que je suis venu, etc. Tanor lui avait dit, fallait pas, parce que je me suis engagé et je le ferai. Macky lui a dit non, je suis venu pour qu'on travaille ensemble, pour qu'on gagne ensemble et qu'on travaille ensemble. D'accord. Et pour rappel, j'avais même eu une discussion à l'époque avec Ringo. Je lui ai dit, connaissant Tanor, c'est quelqu'un qui ne trahit jamais une alliance. Et aujourd'hui, on a gagné ensemble en 2012. Et 2019, il n'y avait aucun prétexte pour le Parti Socialiste de ne pas aller en
en élection avec le candidat Macky Sall dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, le Benno Bokk Yakaar, au-delà de cette coalition politique, elle est une réalité. Parce que c'est la première fois au Sénégal qu'une coalition s'inscrit dans cette durée. Voilà, et c'est pourquoi on a accompagné le président Macky Sall en 2019. Et ce mandat de 2019 à 2024, c'est un mandat qui nous engage. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas sournoyé politiquement, vu qu'aujourd'hui vous êtes dans la mouvance présidentielle, parce que 2024, est-ce que c'est sûr vous aurez un candidat ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui le PS n'est pas mort? Vous savez, j'ai récemment eu un débat pareil sur les réseaux sociaux. Le PS, en termes de représentativité aujourd'hui, c'est le deuxième parti au Sénégal. Parce qu'à part l'APR, on a le plus grand nombre de ministres, même s'ils sont deux. À part l'APR, on a le plus grand nombre de députés, une quinzaine. À part l'APR, on a le plus grand nombre de maires. À part l'APR, on a le plus grand nombre de hauts conseillers de collectivités territoriales. Et je salue notre camarade, notre maman, Fatniane de passage, qui est présidente de commission au niveau de ce haut conseil de communauté, de collectivités territoriales. Et au-delà de ça, la camarade présidente Aminata Mbengue Ndiaye dirige la deuxième institution de ce pays. Donc si c'est ça être un parti mort, je ne sais pas au-delà de l'APR quel autre parti vit au Sénégal. D'accord. Alors s'il s'agissait de faire un bilan de 2012 à 2020 par rapport au règne du président Macky Sall, aujourd'hui, vous, quelle est votre analyse par rapport à cela, objectivement? Bon, objectivement, je vous dis, le bilan, il est satisfaisant parce que les réalisations parlent d'elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, on est en 2020. Donc, c'est une question que les élections présidentielles de 2019 ont réglé. Parce que si le bilan n'était pas satisfaisant, il ne serait pas réélu au premier tour. Mais c'est difficile de battre un président en Afrique, surtout une question de deuxième mandat, ça on le sait nettement. Et pourtant pas, parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est un modèle dans cette démocratie en Afrique. On a dépassé le moment où on peut truquer ou voler une élection au Sénégal. Parce que l'argument que je donne souvent à ces gens-là, je leur demande les résultats qu'on a donnés chez vous. C'est des résultats vrais ou faux? Ils disent que c'est des résultats vrais. Donc chez moi, c'est des résultats vrais. On a des camarades partout dans le Sénégal parce que ne serait-ce que pour ce mandat de jeunes, j'ai sillonné un peu partout au Sénégal. Donc on se parle. Donc cette élection a beau la contester, c'est une élection libre et transparente. Malgré les promesses qui n'ont pas été tenues jusqu'à présent, parce qu'on avait parlé de l'autosuffisance alimentaire, on n'a rien vu en 2017, on n'a rien vu parce qu'aujourd'hui l'histoire a donné raison, on a importé l'aide alimentaire, le riz a été importé. Est-ce qu'aujourd'hui, si concrètement on avait réussi en 2017 l'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on allait importer aujourd'hui le riz qu'on distribue à la population sénégalaise? Je peux être d'accord avec toi. Tu sais, ce matin, j'ai été voir le directeur de Agrisen, Amadou Diaby. On a un peu parlé sur ça. Parce que normalement, et ça aussi, il faut reconnaître que l'État est en train de faire des progrès. Parce que actuellement, ce qu'on cultive au Sénégal, Henri, il y a cela 10 ans, on ne le cultivait pas. Donc espérons que 5 ans après, on cultivera plus. Parce que je suis de ceux qui croient qu'on peut suffisamment utiliser notre riz pour notre propre consommation. Parce que, bon, je ne sais pas ce que exactement cela peut prévoir, mais je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, le Sénégal peut être autosuffisant en riz. D'accord. Parce qu'on a un peu parlé des chiffres, etc. Mais par rapport aux productions et aux prévisions, on peut arriver à cela. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre les socialistes, les démocrates et les républicains, surtout aujourd'hui, actuellement, où il y a un problème qui se pose, le problème foncier qui se pose au Sénégal? Est-ce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall, les républicains n'ont pas trahi à l'esprit de leur appellation, les républicains? Bon, je ne pense pas pour autant. Et par rapport à cette différence, il y a une très grande différence par rapport aux idéologies politiques. Parce que moi, je suis socialiste de conviction. C'est mon idéologie. Je ne me verrai jamais être dans ce que se fait en libéralisme. Mais par rapport au foncier aujourd'hui au Sénégal, c'est une question très, très, très sensible. Et c'est la politique ici au Sénégal qui est ainsi faite. Et toujours vous êtes d'accord avec le président de la République dans ce contexte-là, le PS? Non, tu sais, ce n'est pas une question du PS ou du président. Vous voyez rarement le président être cité dans cette question foncière. On voit peut-être quelques-uns de ses démembrements. Mais rien ne le sape dans tout cela. Aujourd'hui, il est mieux informé que quiconque. Ce que les Sénégalais doivent arrêter, si moi aujourd'hui j'ai un mandat
du président ou d'un X, si je faute, cette faute ne doit pas l'être imputée directement. Maintenant, c'est à lui de prendre des décisions, c'est à lui de prendre des sanctions. Oui. Vous voyez, sur ce point, je suis d'accord. Et récemment, parlant du foncier, parce qu'il y a une question, aussi, il faut savoir que les gens communiquent, que les gens s'acharnent. Actuellement, on a un fils de notre région qui reçoit des attaques infondées. Oui, justement, oui. Un acharnement. Et le seul tort que Mamboy Diao a, parce qu'il est de la région de Kolda, je suis le responsable des jeunes socialistes de la région de Kolda, donc je suis du Benno Bokk Yakaar de la région de Kolda. Oui. Et on a de très bons rapports. Et le seul tort que Mamboy a aujourd'hui, c'est son ascension fulgurante récente. Vous voulez dire que ce sont des attaques politiques? Ce sont des attaques politiques infondées. Oui. Parce que Mamboy dérange. Pourquoi il dérange? Parce qu'il est du Fouladou. Pourquoi il dérange? Parce qu'il est de la Casamance. Pourquoi il dérange? Parce qu'il est pertinent. Pourquoi Mamboy dérange? Parce qu'il est sur une ascension fulgurante. Qui est derrière tout cela? Un exemple. Je saurais vous le dire, mais une fois à Dakar, j'ai ses proches, j'ai des gens à qui m'approcher, j'aurai quelque chose de plus clair. Parce qu'aujourd'hui, moi, c'est quelqu'un que je suis sur cette question de la pandémie par rapport à l'État. Rares sont aujourd'hui les responsables de la paix qui osent affronter les plateaux. Oui. Moi, j'ai suivi récemment une émission sur, vous m'excuserez de la publicité, sur la TFM. Ils disent qu'ils ont appelé des gens de la paix, mais personne n'a osé répondre. Et Mamboy, je l'ai suivi sur Giancarlo, je l'ai suivi sur une autre émission, mais c'est quelqu'un qui assure, c'est quelqu'un qui est là pour convaincre les Sénégalais, parce que ce qu'il dit, il le maîtrise, et ce qu'il dit, il l'a dans le cœur. Et le silence des Koldois dans tout cela, je parle Kolda de région, parce qu'on ne voit pas un soutien venant des leaders politiques, que ce soit ceux qui sont dans la mouvance présidentielle, personne n'en parle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi... Est-ce qu'on sent la solidarité aussi? Bon, je vois quelques-uns qui en parlent, mais pour la plupart, c'est proche. Et je vois quelques Koldois de la région qui s'en réjouissent. Et c'est ce qui est malheureux. Nous, au Fouladou, notre problème, c'est qu'on n'est pas unis. On ne peut pas tous être dans le même parti. Mais parce qu'ils dérangent aussi au niveau local. Non, je sais. Ça, c'est des questions politiques, politico-politiciennes. Vous voyez. Mais aujourd'hui, Mamboy, quoi qu'on puisse dire, c'est une valeur sûre de la région de Kolda, c'est une valeur sûre de la Casamance et c'est une valeur sûre de ce pays. Vous pensez que c'est un potentiel candidat en 2024 de l'APR? Mais je ne sais pas, l'APR ce n'est pas mon parti, je ne pourrais pas déclarer une candidature, etc. Par rapport à Mamboy, ceux qui pourront prétendre diriger l'APR ou prétendre demander de ce pays, mais ils n'ont rien de plus que Mamboy. Voilà. Et s'il le demande, il est dans son plein droit. D'accord. Pas seulement Mamboy Diao, même dans notre département Vélingara aussi, il y a des leaders politiques qui ont été cités dans le foncier. Aujourd'hui, cette question foncière, est-ce qu'il y aura-t-il des solutions? Est-ce qu'il n'est pas temps de formaliser ça, de numériser le foncier au Sénégal? Parce que l'année dernière, je me rappelle, le président de la République avait convoqué tous les élus locaux du pays en lançant une alerte par rapport au foncier, mais malheureusement, ça a tombé dans une oreille d'un sourd. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le foncier, comment se comporte le foncier à Vélingara commune? À Vélingara, à l'image de tout le Sénégal, je pense que le foncier a toujours suscité des débats. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde tourne vers la terre, soit pour y habiter, soit des gens qui sont là pour vendre, soit pour exploiter la terre en tout cas. Et aujourd'hui, nous assistons à une spéculation foncière. Donc, en tout cas, vous ne me verrez jamais. Je pourrais peut-être le dire un jour, mais ce sera quelque chose que je maîtrise. Mais ici à Vélingara, il y a beaucoup de gens, ils avancent sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ouais, et le foncier, c'est quelque chose de très sensible. Et maintenant, le citoyen, tu as le droit. Le foncier, la délibération, c'est la mairie. Si tu as quelque chose que tu n'as pas compris, tu peux interpeller la municipalité. Tu peux avoir quelque chose de très clair. Mais rares sont aujourd'hui ceux qui attaquent et qui n'interpellent pas, ceux qui attaquent et qui n'ont pas quelque chose de clair. Ou bien à Vélingara aussi, on voit des gens, par exemple, on n'est pas du même camp. Je fais des allégations sur toi, je fais des attaques infondées sur toi. Et c'est cette malhonnêteté intellectuelle qu'on doit arrêter. Être objectif dans le débat, être objectif dans la démarche. Je rappelle que nous avons comme invité M. Papis Digo, un jeune leader avéré et averti. Il est le secrétaire général des jeunes socialistes de la région de Kolda.
secrétaire aux élections du Mouvement national des jeunesses socialistes, MNJS, et membre du bureau politique du Parti socialiste. Alors, M. Djigo, toujours dans ce même sillage, aujourd'hui, dans cette période de pandémie liée au Covid-19, on a vu que certaines autorités politiques au Sénégal, ou responsables administratifs au Sénégal, se permettent de faire une politique en filigrane. Parce qu'ici à Vélingara, on a vu qu'en pleine crise, l'édile de la ville se permet d'acheter des motos pour donner ça aux chefs de quartier. Est-ce que c'est le moment de faire de la politique pendant 18 ans de règne? Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous suivez cet acte? Ok, merci monsieur Baldé. Bon, je ne sais pas si on peut réellement associer cette action d'achat de moto au chef de quartier à la situation de cette pandémie. Oui. Mais bon, moi je voudrais plutôt me focaliser sur les actions que cette mairie a faites, ou bien les actions qu'elles n'ont pas eu à faire par rapport à cette pandémie. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, les délégués de quartier, on ne peut pas les exclure dans cette gestion de la cité. Bon, par rapport à ce que j'ai eu comme information, c'est pour leur faciliter le déplacement. Parce que vous savez, aujourd'hui, si on parle de délégués de quartier, en général, ce sont des gens à un âge avancé, donc une mobilité un peu réduite par rapport à nous jeunes. Donc s'il y a quelque chose qui pourrait vraiment faciliter le relais dans les quartiers, voilà, les gens ne peuvent être que preneurs. Et par rapport à cette gestion de cette pandémie, voilà, je ne sais pas si on reviendra là-dessus, mais mon avis sur ces achats de motos de Jakarta, je pense, parce que j'ai vu les publications et les commentaires. Le président de la République avait donné la latitude aux maires, aux élus locaux d'utiliser les fonds de dotation dans cette période de lutte. Est-ce que certains ne vont pas profiter pour arriver à leur fin politique aussi? Bon, vous savez, on dit toujours, en politique, il n'y a aucune action qui est gratuite. Ça, il faut qu'on ait l'honnêteté de le dire. D'accord. Que ce soit moi, un autre, etc. Tu le fais parce que tu as besoin de visibilité. Tu le fais parce que tu es confié. Tu le fais. L'essentiel, c'est de bien le faire. Voilà. Maintenant, ce qui se passe derrière, parce que le citoyen aujourd'hui, s'il reçoit quelque chose, il doit savoir qu'il l'a reçu en tant que citoyen. Il ne l'a pas reçu pour que demain je suis un X ou un Y. Vous voyez. Donc, par rapport à ces actions-là, mais juste surtout le constat que j'ai fait, c'est que pendant cette période, le maire a été fréquent à Vélingara. Vous voyez. Donc c'est peut-être ce que les populations attendaient de lui. Et de passage, je salue tous les maires du département sans aucune distinction par rapport à leur présence surtout. Parce que ce qu'ils donnent, c'est pas pour eux. Est-ce que c'est pas une manière de renouveler la confiance entre les élus locaux et les populations respectives? Bon, on peut dire, si par exemple ces derniers ont bien fait leur travail, voyez, mais si c'est mal fait aussi, en tout cas c'est à leur risque et péril. Mais concernant notre département, en tout cas, je n'ai pas eu trop d'informations allant dans le sens que le travail n'a pas été bien fait. Mais maintenant, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc pour toute gestion, parce que qui dit distribution, aujourd'hui, même moi, si on me confie à distribuer quelque chose, il y aura toujours des frustrés, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents, etc. Donc voilà, il faut le leur concéder. Et peut-être s'ils sont de bonne foi, voilà, c'est ce qui est important. D'accord. Demain, après le Covid-19, ce que l'on souhaite, qu'au Sénégal boute le Covid-19 hors de ses frontières, est-ce que le PS demandera-t-il un compte rendu, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local? Bon, je ne parle pas personnellement du PS, mais je pense que toute personne qui a eu à gérer devra rendre compte. Et en ce moment, on n'est pas arrivé à ce niveau. Mais je pense que prions, comme vous le dites, pour que cette pandémie soit hors de nos frontières. Mais je pense qu'en ce moment, il y aura l'heure du bilan. Et je sais que tout n'a pas été rose dans la gestion, ça, il faut qu'on le reconnaisse nous tous. Mais parfois aussi, ceux qui ont eu à gérer vont rendre compte. Et je sais qu'ils sont en train de noter, ils sont en train de faire des traçabilités de ce qu'ils ont eu à faire. Et il y aura un bilan. En tout cas, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a rassemblé 1000 milliards pour une gestion et ne pas rendre compte et ne pas faire un bilan. D'accord, très bien. Alors, dans le domaine de l'éducation, le 2 juin était la date prévue pour retourner en classe pour les élèves qui sont en classe d'examen. Tel n'était pas le cas. Aujourd'hui, d'autres parlent de tâtonnement de l'État. Vous le confirmez? Je le confirme. C'est un tâtonnement? C'est un tâtonnement. Parce qu'aujourd'hui,
je réitère mon engagement dans le Benno Bokk Yaakaar. Pour la première fois, le PS prend contre-pied des décisions du Non, PS. ce n'est pas une décision du PS. Oui. Ça, c'est mon avis personnel. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas. J'ai eu des amis qui se sont déplacés des centaines de kilomètres pour venir et te dire qu'il n'y a pas cours. Donc l'État, c'est quelque chose, l'État, ça doit prévenir. L'État, avant que l'État ne prenne une décision, il doit y avoir beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Parce que l'État ne doit pas prendre une décision et reculer. D'accord. Voilà. Ça c'est mon avis personnel. D'accord. Et votre avis, notre avis aussi, est-ce que c'est possible de retourner en classe d'ici octobre, vu les réalités qui se posent ici au Fouladou avec le début de l'hivernage, vu qu'on a beaucoup d'abris provisoires aussi au Fouladou? Est-ce que c'est possible de retourner à l'école? Bon, en tout cas, pour notre zone, ça ne va pas être facile. C'est vrai qu'il y a des salles de classe. C'est des salles de classe comme celles de Dakar, Thiès, etc. Oui. Mais comme vous le dites, il y a des abris provisoires. Oui. Et comme le lycée de Bonacan qui a été nous sommes dans dévasté. une zone pluviométrique. Oui. Donc si les élèves doivent retourner dans ces conditions-là, ce sera très difficile de faire cours en cette période d'hivernage. Et l'autre réalité aujourd'hui, pourquoi chez nous l'école c'est d'octobre à juin-juillet. C'est parce que la saison des pluies est réservée aux travaux champêtres, surtout en zone rurale. Parce que j'ai des amis qui enseignent dans les zones rurales. Et parfois même, il est difficile d'avoir les élèves au mois d'octobre parce qu'ils n'ont pas terminé les travaux champêtres. Oui. Donc, si en plein travaux champêtres, si vous voulez récupérer les élèves et les amener en classe, ça sera très difficile. Et quelle est votre proposition? Une année invalide, une année blanche, ou bien on reporte les cours jusqu'au mois d'octobre? Bon, je saurais le dire vraiment, pour respect, par respect pour ces gens qui sont là et en train de réfléchir pour l'éducation. Mais je leur fais entière confiance et je pense qu'ils vont prendre la meilleure des décisions parce qu'il s'agit de l'avenir de nos frères et sœurs, de l'avenir de leurs enfants, de l'avenir même du Sénégal. Donc je pense qu'ils sauront prendre la décision la meilleure par rapport à cette situation. D'accord. Alors, par rapport jeunesse et politique, dans la région de Kolda, c'est une particularité. On voit des jeunes qui passent tout leur temps à s'injurer dans les réseaux sociaux, surtout à Vélingara, là où nous sommes actuellement. Vous, quel est votre analyse en tant que jeune? Quel est le message que vous lancez à l'égard des jeunes? Ok, merci M. Baldé. Je pense que vous avez touché un point très sensible. Voilà, parce que aujourd'hui, je suis jeune, j'ai un mandat politique et pas n'importe lequel. Je suis responsable des jeunes socialistes de la région de Kolda, du Parti socialiste, et j'ai des responsabilités dans le bureau national aussi. Et depuis 15 ans, j'ai des responsabilités nationales en jeunesse, parce que j'étais dans le MES, Mouvement des élèves étudiants socialistes, de 2007 à 2014. Et là, je suis en mandat jeune. Et Dieu merci, je fais partie des premiers qui ont utilisé les réseaux sociaux à Vélingara. Mais Dieu merci, j'ai jamais supprimé un poste, j'ai jamais changé de compte, mais personne ne verra sur mon compte proférer des insanités, des injures à l'endroit d'un opposant, d'un camarade ou de quelqu'un. C'est une valeur socialiste, l'école du socialiste. Je dirais oui, parce que toute ma formation politique, je l'ai reçue au Parti socialiste. Parce que je suis entré au PS avec le camarade Seyfoulaye Baldé, qui connaît Seyfoulaye, son comportement, sa ligne de conduite. Donc, il se verra mal que quelqu'un qui est entré sous sa coupole avoir un certain comportement. Et depuis que je suis au PS, je n'avais de secrétaire général que Ousmane Tanor Dieng. Combien de fois on l'a insulté, combien de fois on a dit des choses sur lui? Est-ce qu'une fois quelqu'un a vu le camarade Ousmane Tanor Dieng riposter, répondre, etc. Parfois même on a envie de faire, il nous arrêtait, tu vois. C'est pourquoi lors de son décès, paix à son âme, nous on était fiers par rapport au témoignage de ce pays. Donc si on revient un peu par rapport à Vélingara, c'est vrai que le constat est unanime, parce que même nous, parfois on est interpellés. J'ai une fois dit lors d'une réunion avec le comité électoral du Parti socialiste, parce qu'on avait convoqué les camarades du parti, il y avait trop de problèmes. C'est le PS. J'ai dit qu'aujourd'hui, s'il y a un jeune dans le parti, personne n'a plus de responsabilité que moi dans le Parti socialiste. Et je suis une voix autorisée de cette jeunesse-là et de ce parti-là localement. Et en politique, les problèmes, ça ne manque pas. Mais c'est quelque chose qu'on doit travailler à l'interne. Moi, je prône toujours la communication, le dialogue. Et j'ai donné des conseils à des
camarades ou bien à des amis plus jeunes qui sont en politique. Oui. Lorsque j'étais à l'université, lorsque j'étais dans ces mouvements étudiants-là, mes fréquentations, au-delà de la politique, c'était avec ceux qui étaient au PDS. D'accord. Les Sadio Makamara, Ali Diouf, Ringo, Hassan Baldé. On a entretenu de très bons rapports. Parfois, on se donnait même des conseils par rapport à nos comportements. Et contrairement aujourd'hui à Vélingara, les fréquentations sont politiques. On est dans le même parti, on se fréquente. On n'est pas dans le même parti, on ne se fréquente pas. Au mois de mars, j'avais fait un post allant dans ce sens. Mais j'ai vu que ça avait intéressé les Vélingarois. Et aujourd'hui, moi, je me vois bien être ami avec quelqu'un qui est à la paire, être ami avec quelqu'un qui est au RCD, être ami avec quelqu'un. Maintenant, le temps de la politique, que chacun aille dans son temps, faire de la politique. Si on est parent, on est ami, on le suit. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est le manque de formation. Je vais y revenir. Je ne vais pas me jeter des fleurs ou quelque chose comme ça. Je peux aujourd'hui prétendre dire que je suis ou je fais partie des jeunes qui ont été les mieux formés politiquement. Oui. Parce ici, dans le département de Vélingara. Dans le département et actuellement même, peut-être, pour ne pas être prétentieux, je ne dirais pas trop dans la région, mais dans le département, ça, j'ose le dire. Parce que ceux qui, aujourd'hui, prétendent être formés, ils te disent qu'ils sont passés au PS. Et tous les jeunes qui sont passés au PS de 2004 à aujourd'hui, modestie à part, ils ont été sous ma coupole. Donc, s'ils sont formés, je le sais. S'ils ne sont pas formés, je le sais. S'ils sont formés et à quel niveau, je le sais aussi. D'accord. Alors, vous, quel est le message que vous lancez aujourd'hui des jeunes qui ont des postes de responsabilité apolitiques et qui en même temps, ils prennent la politique, ils oublient leurs postes de responsabilité qui ont été portés par la jeunesse? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une trahison qu'ils ont faite à l'égard de la jeunesse vélingaroise? Bon, je rappelle, aujourd'hui, on peut... Parce que la vie, il est question de casquette. Là, je suis là sous ma casquette politique. Ailleurs, je peux faire une émission sous une autre casquette, etc., etc. Maintenant, parce que moi, j'ai été président la première amicale communale de Vélingara à l'université SEPCO. Je l'ai dirigée de 2006 à 2009. Je suis parti de mon propre gré parce que je voyais mes responsabilités politiques augmenter. Je me suis dit que pour être à l'aise et mettre les gens à l'aise, je préfère partir. Parce que l'amicale est apolitique. Elle est apolitique et je n'ai jamais politisé l'amicale. Parfois, par rapport à des responsables, je vois que cette distinction-là, c'est un X qui mérite. Je l'attribue. Et en concert avec les autres membres de l'association. Et même parfois, je dirais, au détriment de nos responsables politiques. Parce qu'on le fait, on est quitte avec notre conscience. Et après cela, je suis un jeune, je suis libre aujourd'hui de prétendre au poste que je veux. Et au-delà de cette jeunesse-là, dans des trucs, mais j'ai la capacité de dissocier aujourd'hui la gestion associative et le militantisme politique. Voyez, parce que l'association, c'est l'association. Tu fais ce que tu as à faire. Et pour rappel, l'ASC Escale de Vélingara, dont vous entendez, depuis sa création en 2004, je suis le secrétaire général. Jusqu'au moment où je vous parle. Je suis le secrétaire général de l'ASC. J'ai été impliqué, je prends le président Moussagna en témoin, à tous les combats du Kaural. Et je peux dire aujourd'hui que de notre génération, par rapport aux jeunes qui se sont installés à Dakar, je suis celui qui s'est le plus déplacé. Si le Kaural venait à Thiès, si le Kaural venait à Kaolack, Mbour, Mboro, Bambey, je me suis déplacé à toutes ces localités, même à Kaffrine lorsqu'on montait en Ligue 2. D'accord, très bien. Alors, les élections sont prévues en 2021 s'il n'y a pas de chevauchement. Est-ce que vous, le PS ici à Vélingara, qui serait votre candidat? C'est Fourla, Yaya Diallo ou Ousmane? Qui? Bon, déjà, je n'ai pas une information que les élections locales seront en 2021. Au cas où, tel sera le cas. Nous, au PS, on a une tradition. C'est que avant d'aller en élection, on se regroupe en interne. Déjà, même dans un parti, c'est pas facile. Mais on va voir, parce que toujours le mandat, il est attribué au responsable, s'il a envie d'être candidat. Vous voyez? Sinon, nous sommes aussi dans une coalition, le Benno Bokk Yakaar. L'idéal serait de se regrouper dans cette coalition-là et aller en élection
en coalition Benno Bokk Yakaar. Mais toutefois, dans le parti, avant chaque élection locale, législative ou présidentielle, on a des rencontres dans le comité central qui est l'Assemblée nationale du parti. Et dans ce comité central, on donne des directives. Déjà, tout socialiste qui est sûr d'aller seul aux élections, le parti t'accompagne. D'accord, mais actuellement, il y a 2 leaders qui mènent la politique à Vélingara, voire 3, un troisième voilà, qui est un peu, peut-être, je dirais pas effacé, mais qui n'est pas trop impliqué. Et le PS, on ne le sent pas, on ne voit pas ces là il est où, on ne sait pas si, bon, il n'est plus politique, ou bien c'est quoi, qu'est-ce qui justifierait son mutisme dans tout cela? Bon, vous savez, à chacun sa façon de faire de la politique. Aujourd'hui, nous jeunes, notre présence, elle est plus remarquée sur les réseaux sociaux. Mais je fais partie de ceux qui sont les plus absents sur ces réseaux sociaux-là. Oui. Voyez. Pour autant, Seyfoula, il fait toujours de la politique. Voyez. Donc maintenant, pour certaines questions, il faudrait... Mais aucun geste dans ce moment de crise où tous les leaders politiques pratiquement ont contribué à l'effort de guerre ici à Vélingara? Bon, vous savez, les contributions, j'ai voulu le dire tantôt, c'est l'État. Oui. Qui décentralise les choses qu'on doit contribuer. Parce que si vous voyez tous les responsables politiques qui ont été au-devant de la scène, c'est parce qu'ils sont des élus. C'est parce qu'on les a même au titre personnel? Non. Il y en a d'autres qui en ont fait au titre personnel. Au titre personnel, oui. Je n'ai pas discuté avec lui. Mais ceux qui connaissant Seyfoula, étant un homme social, voilà, il ne manquerait pas qu'il a fait quelque chose, mais je n'ai pas échangé avec lui par rapport à ça. D'accord. Vous voyez. Oui, mais je vous rappelle encore une fois, par exemple, si tu vois les socialistes, là où ils ont été au-devant, c'est dans les localités où on dirige. D'accord. Voilà. Et ici, localement, c'est l'APR qui dirige, donc c'est normal, c'est eux qui sont devant. D'accord. Alors, très rapidement, un mot sur cette nouvelle initiative. Vous avez parlé par là la télévision Gorel, qui est une première dans le département de Vélingara. Et vous, quelles sont vos appréciations, votre regard par rapport à cette initiative? Ok, parce que déjà, c'est une initiative que j'ai saluée au début de l'émission. Chifo, votre directeur, c'est quelqu'un que j'ai suivi très tôt. Donc aujourd'hui, venant de lui, ça ne me surprend pas. Et c'est une fierté pour moi d'être quelque part et de voir une telle initiative naître dans mon Vélingara natal. Voyez, donc c'est quelque chose à saluer, nous vous encourageons et on sait qu'aujourd'hui, tout le mal que je souhaite à Gorel TV, c'est au-delà de Vélingara que vous ayez des couvertures à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et par rapport à Chifo, votre directeur, là où il était et aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui est possible avec lui. Et j'ai été très séduit par rapport à l'équipe que vous êtes. Et tout à l'heure, je vous taquinais pour dire que voilà, l'émission, la part, elle est très haute. Voilà, donc ça, déjà, c'est une satisfaction pour mais malheureusement, les leaders politiques ne soutiennent pas les startups locales. Bon, ils préfèrent peut-être convoquer ce qui est à Dakar ou bien ailleurs, mais bon, peut-être aussi, je ne sais pas, qu'est-ce qui pourrait expliquer à cela? Bon, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, j'ai une fois échangé avec un journaliste local. J'ai la possibilité. J'ai fait des sorties dans certaines presses en ligne au niveau national. Mais je préfère toujours, si j'ai quelque chose à dire à l'échelle nationale, de me rabattre sur ma presse locale. Vous voyez. Donc à partir de ça, parce qu'après cette émission, voilà, toutes les autorités du Parti Socialiste vont suivre. Parce qu'on a des groupes WhatsApp où ça circule. Donc je ferai passer l'émission et tout. C'est pourquoi je vous dis qu'au-delà de cet aspect local, Gorel TV peut être un truc national. Pourquoi pas un événement majeur peut se passer à Dakar, vous vous déplacez, vous faites votre couverture au même titre que toutes les autres presses en ligne. En tout cas, on a eu la chance de faire des entretiens avec d'autres organes de presse en ligne. Et je le fais ici aujourd'hui, je ne le dis pas pour vos beaux yeux, mais j'ose dire que ce que vous avez en termes de capacité et de matériel, ils ne l'ont pas. La présidente Aminata Mbengue Ndiaye, qui ne cesse d'accompagner sa jeunesse, et aujourd'hui qui s'inscrit dans la ligne que Tanor déroulé par rapport aux activités, par rapport au fonctionnement du Parti Socialiste. Et au-delà de ça, je salue toute la population de Vélingara, tous nos camarades de toutes les sections, et tous nos responsables qui sont là localement. D'accord. Alors, c'est à nous de vous remercier pour d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous avions comme invité M. Papis Digo, un jeune leader avéré et averti. Il est le secrétaire général des jeunesses socialistes de la région de Kolda, secrétaire
secrétaire aux élections du mouvement national des zones socialistes MNJS et membre du bureau politique du Parti socialiste. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre numéro d'Info Corona. Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi et tout.